با بروبليم. عيطت لي هي العشيه نهار الاحد ورا ما روحت انا، قلت لي ما قدرتش كونيكتي مليح خدموهم سيبوها رجلاو مش تاع كور كاتخيام. وانا نقول لك دونك مالادي دو باركنسون اي بي 1 2 وباركنسون 3 هذه نو هذا هاي اللي وراه يعني ريزيميت لهم تما عندهم في البلاتفورم. عندي من درك وعلى الواحد 3 يعني بيتو عندي كرة على الواحدة وكرة على 2:30 نمشيني بركة هاي دوك نمشيني لهم خير. لا الأخر اللي قبله هاي سبق هاي بارطاجي ليكرون برك بدات على 9:30 وكملت بكري. هذه كنا في الكونفرساسيون دوك خليها لك هنا كوتي خليها لي بوكا هو على كونيكسيون اللي ندير كوبي لهم بس عندك تبدا شويه كوبي لهم هم خير اسمع حاجه يكتبوا لي برك هاي très bien. Donc bonjour. Toujours dans le module de neurologie, je vais enchaîner avec le cours des épilepsies. Donc, c'est un cours qui est partagé en deux parties. On va commencer par tout ce qui est classification et diagnostic et enchaîner par la suite par le traitement et la prise en charge dans le cadre d'urgence qui est l'état de mal épileptique. Normalement, vous avez tout le cours sur la plateforme. Donc, on va commencer. Est-ce que vous voyez normalement dans le plan du cours, on va commencer par des définitions, la classification et diagnostic des crises épileptiques. Je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que c'est bon? Donc, on va commencer. Donc, on va commencer par le plan du cours. Donc, on va commencer par des définitions. Classification et diagnostic des crises épileptiques. Le diagnostic syndromique des épilepsies. La conduite à tenir, c'est le plan de tout le cours. Le conduite à tenir en pratique. Les principes du traitement et l'urgence qui est l'état de mal épileptique. Donc, nos objectifs est de diagnostiquer les principales formes d'épilepsie. C'est une pathologie qui se voit chez l'enfant et également peut persister à l'âge adulte et il existe des formes qui peuvent se voir à l'âge adulte. Il veut identifier les situations d'urgence et planifier la prise en charge, argumenter l'attitude thérapeutique, c'est-à-dire les différents traitements antiépileptiques et décrire les principes de prise en charge en cours puisque c'est une maladie chronique, donc c'est un patient qui va vivre avec cette maladie. Donc, il est important de déterminer les principes de la prise en charge au long cours. Donc, si on commence par des définitions, c'est quoi une crise d'épilepsie? Donc, la crise épileptique consiste à l'ensemble des manifestations cliniques brutales, imprévisibles et transitoires, donc qui résultent d'une hyperactivité paroxystique d'un réseau de neurones cortico-sous-corticaux hyperexcitable et de sa propagation, bien sûr. Donc, la propagation de cette hyperactivité. Donc, elle peut se caractériser par une modification rapide de l'état de conscience et ou des phénomènes moteurs et ou sensitifs, sensoriels. Ça dépend de la zone où se fait cette décharge épileptique. Bien sûr, vous savez, au niveau du cerveau, il existe des zones différentes et chaque zone est responsable d'une activité, quelle que soit motrice, sensitive, sensorielle, végétative ou cognitive. Les crises d'épilepsie sont dites soit généralisées ou bien focales. Pour la nouvelle dénomination, on ne parle plus de crise partielle. Actuellement, on parle de crise focale à la place de crise partielle. Consistant à l'épilepsie, qui est la maladie, donc c'est la maladie chronique, elle est définie par la survenue au moins d'une crise, avec une prédisposition cérébrale durable à générer de crises. Et bien sûr, elle sera à l'origine de conséquences neurobiologiques, neuropsychologiques, sociales et éventuellement psychologiques. Expression donc sociale et psychologique, hein, vous rectifiez s'il vous plaît.
Pour l'expression électroencéphalographique, donc c'est le seul examen complémentaire qui nous permet de faire le diagnostic. Donc on fait un enregistrement à base d'électrodes qu'on place à la surface du vertex. Donc il va mettre en évidence l'anomalie qui est l'activité paroxystique qui peut être soit à type de pointe, de polypointe ou de pointe horn. Tout en sachant que cet enregistrement, il peut se faire au moment de la crise et on parle d'un EEG critique ou bien se faire à distance des crises et on parle de l'EEG intercritique. Pour l'EEG critique, il n'est pas toujours évident de faire un enregistrement en même temps où le patient fait la crise, mais généralement, on peut se contenter de l'EEG intercritique. L'EEG a une grande valeur pour le diagnostic parce qu'il permet d'apporter les arguments pour le diagnostic positif tout en sachant qu'un EEG normal ne permet pas d'écarter le diagnostic. D'accord? L'EEG il peut être pathologique, mais dans certaines situations, elle est normale et ça n'écarte pas une épilepsie, d'où l'intérêt de faire des épreuves pour révéler ces anomalies, à savoir l'EEG avec privation du sommeil, ou bien un enregistrement pendant le sommeil. On peut faire également la V2EG qui est un enregistrement synchronisé, donc en même temps l'enregistrement de la crise et de l'activité électrique. Donc, vous avez posé une question, est-ce qu'on peut provoquer une crise? Normalement, on ne peut pas provoquer une crise, on peut provoquer une crise en matière d'enregistrement par des épreuves d'activation. Si vous vous posez la question par rapport à l'EEG. Bien sûr, on peut provoquer des crises si on fait des phénomènes ou bien des épreuves d'activation supplémentaires, comme je vous ai dit, donc la privation du sommeil, donc un enregistrement avec stimulation lumineuse, on peut provoquer des crises, bien sûr, au moment de l'enregistrement. Donc, pour les syndromes épileptiques, on définit un syndrome par un ensemble d'éléments qui sont l'âge de début, les signes cliniques, donc les différentes crises, donc à savoir le syndrome peut comporter plusieurs types de crises, les anomalies EEG bien évidemment critiques et intercritiques, l'examen neurologique bien sûr intercritique et bien sûr l'évolution. Donc ce sont les éléments pour définir le syndrome épileptique. Pour la classification des crises, donc la classification des crises a fait l'objet de plusieurs progrès. Initialement, les crises ont été classées en 1987 en crise généralisée, crise partielle et des crises non étiquetées. Et cette classification n'a pas changé d'une manière importante, sauf en matière de crise généralisée, matière de crise focale. Actuellement, on parle de crise plutôt partielle, on parle de crise focale. Et pour les crises partielles, secondamment généralisées, dans ce que actuellement on parle de crise, je vais vous mettre tout à l'heure la dernière slide où on va mettre l'actualité. Donc on parle de crise avec bilatéralisation tonico-clonique pour les crises partielles, secondamment généralisées. Pourquoi quand on parle de crise, donc pour les crises généralisées, quand on parle d'une crise généralisée, c'est lorsque la décharge intéresse les deux hémisphères, c'est-à-dire d'une manière bilatérale et synchrone. Donc, de la même façon, des deux côtés, on aura une décharge qui se fait en même temps. D'accord? Elle intéresse donc hyperactivité d'un réseau de neurones qui est d'emblée étendu, bilatéral et cortico-cortical, bien sûr. D'accord? Dans ce cas-là, on parle de crise généralisée lorsque les signes sont bilatéraux et symétriques et synchrones, bien sûr. Donc, les signes moteurs sont d'emblée bilatéraux et symétriques. Donc, pour la traduction clinique, on peut avoir des crises toniques qui consistent en des contractions musculaires segmentaires et soutenues. On peut avoir des crises cloniques, donc c'est des secousses musculaires segmentaires répétées et rythmiques. On peut avoir des crises tonico-cloniques, c'est la succession des deux. La tonique, c'est l'interruption brutale de tonus, donc il va tomber le sujet, donc il va perdre tout le tonus. Ou bien myoclonique, qui est une contraction d'un muscle agoniste et antagoniste qui survient soit isolément ou bien en salve. Donc, pour les troubles de la conscience, c'est un élément très important en matière de crise généralisée, tout en sachant que toutes les crises généralisées s'accompagnent de troubles de la conscience. Les crises myocloniques, on peut avoir une conscience qui est normale. D'accord? Donc, les troubles de la conscience peuvent être de durée brève, de quelques secondes, et constituent le principal signe de la crise au cours, par exemple, des absences.
bien sûr. Donc, je vais vous dire c'est quoi une absence. Ou plus longue, de quelques minutes, ou associée à des signes moteurs marqués, c'est le cas des crises tonico-cloniques. Donc, on va faire le détail de chaque crise. Donc, vous voyez sur cette slide la décharge bilatérale et symétrique et synchrone dans le cadre d'une crise généralisée. Donc, si on commence par les crises généralisées tonico-cloniques, c'est la plus connue en public puisque c'est la plus spectaculaire. Donc, elle attire l'attention. Donc, c'est un thérapialisme. Puisque c'est une crise vraiment où le patient va faire conscience et va faire créer des mouvements. Donc, puisqu'elle est motrice, donc on va voir une phase tonique, clonique et suivie d'une phase résolutive. Donc, pour la première phase, donc, elle dure de 10 à 20 secondes, tout en sachant que les crises épileptiques, généralement, sont de courte durée. D'accord? Pour faire la différence avec les convulsions hystériques où le patient peut rester longtemps en simulant des crises. Donc, pour la phase tonique, elle commence par un cri profond avec abolition de la conscience, révulsion oculaire et contraction tonique soutenue axiale. Comme on dit dans le langage courant, ou bien où le patient, on dit il va devenir très rigide. Donc, on aura une contracture soutenue axiale et des membres, d'abord en flexion, puis une extension, avec une apnée, cyanose et des troubles végétatifs importants. Donc, on aura une augmentation de la fréquence cardiaque avec une tachycardie, augmentation de la tension artérielle, une mydriase, rougeur de visage et persécution bronchique et salivaire. Et on peut même avoir une morsure latérale de la langue, bien sûr. Donc, morsure latérale de la langue qui est un élément important à rechercher en post-critique, bien sûr, qui se voit alors la phase tonique. La phase clonique, elle dure de 20 à 30 secondes, donc on aura des secousses bilatérales synchrones et intenses qui s'espacent progressivement pour laisser place à la phase suivante qui est la phase résolutive. D'accord? Donc le malade va faire des mouvements de flexion-extension, donc de façon bilatérale et synchrone et intense. D'accord? Au niveau de ses membres. Pour la phase résolutive ou la post-critique, elle est plus longue et elle dure de quelques minutes. Là, le patient va être dans un état de coma profond, avec une hypotonie, un relâchement musculaire complet, d'où la possibilité d'une unérésie, d'accord, qui est un élément important post-critique à rechercher, à rechercher en post-critique. La respiration, elle va reprendre et elle va devenir en plus brouillante. Pourquoi? Ce qu'on appelle le stertor, de fait des hypersécrétions bronchiques qu'on a vu déjà dans la phase tonique. D'accord? En post-critique, lorsque le sujet ne s'endort pas spontanément, dans le cas où il ne s'endort pas, on va voir une confusion mentale qui parfois peut s'accompagner d'une agitation. Non, le patient ne garde aucun souvenir de sa crise. Et l'amnésie post-critique est également un élément important à rechercher en post-critique. D'accord? Donc, on a commencé par la crise tonico-clonique, qui est la plus spectaculaire. J'ai dit qu'elle passe par 3 phases, la phase tonique, clonique et la phase résolutive. D'accord? Pour les éléments importants, la phase tonique, c'est la contracture soutenue. La phase clonique, c'est les secousses bilatérales et synchrones. Et la phase résolutive, c'est la phase post-critique où le patient peut rester en état comateux ou bien en état de confusion mentale. D'accord? Avec un relâchement musculaire complet. J'ai souligné l'importance de la morsure latérale de la langue dans la phase tonique et, et le stertor et l'inurésie dans la phase résolutive. D'accord, très bien. Donc, l'élément important aussi, c'est l'oubli à mesure en post-critique. D'accord? Donc, le patient, lorsqu'il se réveille de cette crise, donc il va garder une amnésie. C'est l'amnésie post-critique qui est un élément important à rechercher dans l'interrogatoire. D'accord? Le EG, critique difficile à faire, c'est des mouvements tonico-cloniques, etc. Mais en intercritique, c'est un élément important pour le diagnostic. On peut avoir des polypointes, activité rapide dans la phase tonique et polypointes auront des progressives au cours de la phase clonique. Donc, vous avez posé une question, est-ce que l'imagerie cérébrale est pathologique au cours des crises? Généralement, en matière de crise généralisée, ça dépend de l'étiologie, d'accord? Et lorsqu'elles sont idiopathiques, l'imagerie est normale. D'accord? Dans ce cas-là, s'intègre dans dans le cadre familial, on cherche l'hérédité, l'existence de cas similaires dans la même famille. Mais il est toujours important de faire une imagerie, surtout dans le cadre des épilepsies partielles qu'on va faire tout à l'heure. Pour les myoclonies, comme je vous ai dit tout à l'heure, le seul type de crise généralisée où on garde, donc où on n'a pas des troubles de la conscience, donc elle va se traduire par des contractions, des secousses musculaires qui sont toniculaires et isolées ou répétées en salve, qui se font en flexion et extension avec la chape de l'objet tenu. Donc, c'est le signe de la tasse de café. Généralement, c'est des adolescents dans le cadre de compos syndromiques. On va voir tout à l'heure, c'est les myoclonies dans le cadre de syndrome.
Donc, par exemple, la myoclonie de réveil, donc c'est un adolescent qui va se réveiller le matin avec ses mouvements, où il peut même lâcher la tasse de café, d'où le signe de la tasse de café. Et ils sont sensibles à la stimulation lumineuse, c'est pourquoi on peut les provoquer lors de l'enregistrement EEG par l'SLI, la stimulation lumineuse intermittente. Donc, pour le G, on voit des polypointes ondes généralisées qui sont toujours bilatérales. Il faut souligner l'importance de bilatéral symétrique qui synchrone dans le cadre de l'épilepsie généralisée. D'accord? Pour les absences, où on a dit, ou la rupture de contact, donc on a des troubles de la conscience, donc ils sont de deux types. Donc, ils peuvent être typiques ou atypiques. Dans le cadre où ils sont typiques, donc on aura une rupture de contact avec arrêt de l'activité en cours. Donc, généralement, c'est des enfants dans le cadre de l'épilepsie absence de l'enfant. Donc, ils vont arrêter toute activité en cours. Donc, ils vont garder, donc ils vont avoir une fixité de regard, regard donc plafonnement, regard pendant quelques secondes, et puis il va reprendre l'activité normale. Donc, c'est un enfant qui reste généralement, qui reste avec rupture de contact pendant quelques secondes, généralement constatée par son maîtresse ou bien par sa maman, etc. Donc, elle ramène cet enfant pour consulter en disant qu'il fait des ruptures de contact de courte durée de quelques secondes. Sur le plan EEG, c'est pathognomonique, c'est des pointes ondes à 3 Hz, début et fin brusque, qui interrompent un tracé de fond qui est normal. Donc, il est important de déterminer donc un tracé de fond normal. Donc, on n'aura pas un problème lésionnel et on aura une activité active de pointe onde à 3 Hz. Donc, c'est le cadre de l'absence typique. Il caractérise l'épilepsie absence de l'enfant et même qui peut persister à l'âge adolescent. Pour les absences atypiques, ils sont dites atypiques par rapport que l'interruption de la conscience ou la rupture de la conscience n'est pas complète. D'accord? Donc souvent elle est incomplète ou à laquelle s'ajoutent d'autres éléments, par exemple, de myoclonie palpébrale ou bien qui font que cette absence n'est pas typique. D'accord? Avec soit cliniquement ou bien à l'EEG aussi, puisqu'ils peuvent survenir sur un tracé de fond qui n'est pas normal si on compare par rapport à l'épilepsie absence typique. Et même en matière d'enregistrement, on aura des pointes ondes qui sont bilatérales, mais ils sont irrégulières, c'est-à-dire qu'ils ne commencent pas de la même façon des deux côtés, à droite et à gauche. Et ils ont une fréquence qui est inférieure à 3 Hz si on compare avec les absences typiques où la durée est supérieure à 3 Hz. D'accord. Généralement, les absences atypiques se contentent, donc ils se voient dans les épilepsies graves de l'enfant qui associées à d'autres types de crises toniques ou bien atoniques. Donc, l'absence et l'atonie, la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'atonie, c'est la résolution du tonus, c'est une crise généralisée, mais l'absence, c'est la rupture de contact. C'est pas la même chose. D'accord? L'atonie, donc le sujet va chuter de sa propre hauteur, mais l'absence, c'est la rupture de contact. Donc, le sujet, il est assis, mais il perd contact. D'accord? C'est pas la même chose. Pour les crises focales, actuellement anciennement appelées partielles, donc c'est des crises qui vont commencer au niveau d'un secteur bien limité du cortex, bien sûr. Donc, elles vont être localisées, d'où le nom du crise focale. Donc, où on a trois éléments importants dans les crises focales: le début de la crise, le décours de la crise et l'après-crise. Pour le début, la valeur diagnostique, donc il va permettre de nous déterminer la valeur localisatrice, où elle débute la crise, donc par rapport à son début. Est-ce qu'elle débute par des manifestations motrices, manifestations sensitives, etc. Donc, c'est un élément important. Au décours de la crise, au moment de la crise, donc c'est la propagation de la décharge électrique. Donc, est-ce qu'elle reste localisée où elle commence ou bien elle peut se propager vers d'autres zones? D'accord? Par exemple, les crises braves et jacksoniennes qui commencent des troubles sensitifs, qui commencent au niveau de la main et vont s'étendre progressivement de proche en proche en tache d'huile jusqu'à atteindre la région kério-orale qui est la région péribuccale. D'accord? Traduisant une décharge bien limitée. Donc, pour les crises partielles, ils sont classés en crise partielle simple et crise partielle complexe. Actuellement, on ne parle plus de simple et complexe, donc actuellement, on parle de crise focale sans modification de la conscience et des crises focales avec modification, altération de la conscience. D'accord? Donc, vous voyez bien, pour les crises partielles, la décharge, comment elle se fait en focale. D'accord? Et où elle peut se propager vers l'hémisphère contralatéral. Et dans ce cas-là, on parle de crise avec bilatéralisation tonico-clonique. On ne parle plus de crise partielle secondairement généralisée comme avant. Donc,
Pour les partiels simples, on a dit qu'il n'y a pas de modification de la conscience et en fonction de la zone où se fait la décharge, les manifestations peuvent être somatosensitives, somatomotrices, visuelles, auditives, par exemple, visuelles dans le cas où la décharge se fait au niveau du lobe occipital, auditif c'est temporal, ou vestibulaire également, olfactif ou gustatif, ça dépend de la zone où se fait la décharge. Vous voyez dans ces deux diapos, donc je vous ai mis les différents types de décharges et leurs valeurs localisatrices, d'accord, par rapport au début de la crise, d'accord, tout en sachant que les crises partielles sont des crises où le malade peut faire des consultations chez plusieurs médecins pour, par exemple, la manifestation peut se traduire par des troubles digestifs dans le cadre de l'épilepsie temporale, par exemple, où le malade peut consulter chez un gastro et c'est par la suite qu'il va venir pour, chez le neurologue où le traitement épileptique va permettre que tout rentre dans l'ordre. D'accord? Donc, pour les partiels complexes, focales complexes, dans ce cas-là, on aura des ruptures de contact avec modification de comportement et l'origine topographique complexe et variée et pas exclusivement temporale. Le G de la crise partielle, il va mettre en évidence la décharge localisée, bien sûr. Pour les diagnostics différentiels, les crises d'épilepsie peuvent poser un diagnostic différentiel dans le cadre où ils sont tonico-cloniques généralisés avec les syncopes, notamment convulsives, les crises psychogènes en épileptique. Donc, pour les prises partielles simples, ils peuvent poser un diagnostic différentiel avec les accidents ischémiques transitoires. On a déjà parlé des accidents ischémiques transitoires, donc qui sont des déficits neurologiques focales où les troubles durent moins d'une heure, par opposition aux accidents constitués. La migraine avec aura, les crises d'angoisse ou d'attaque panique. Et en cas de crise partielle complexe, ça peut poser des diagnostics différentiels avec les crises d'agitation, de colère, les crises émotives, les parasomnies. Donc, c'est les troubles du sommeil, à savoir le somnambulisme, dans le cas où le sujet marche au moment, lorsqu'il est la nuit, donc en dormant, les terrains nocturnes et même avec l'ictus amnésique. Donc, vous avez posé une question, est-ce que le réseau de neurones responsable de la décharge peut être déterminé et si oui, par quel examen, le EEG ou l'imagerie? Oui, je vous ai déjà dit ça. Donc, l'imagerie en matière d'épilepsie partielle a une grande valeur. Donc, ça va permettre de mettre en évidence le niveau lésionnel. Et le EEG également, puisqu'il va mettre, on va trouver l'activité paroxystique au niveau de la zone où se fait la décharge. L'ictus amnésique, donc, c'est des troubles de la mémoire de courte durée. D'accord? Pour le diagnostic étiologique, donc pour les crises épileptiques, donc est un symptôme. Les crises généralisées, donc ils peuvent être secondaires à des causes métaboliques ou toxiques. Pour les crises, donc les étiologies, donc les crises généralisées, ils peuvent être secondaires d'origine toxico-métabolique, comme ils peuvent être dans le cas où on ne trouve pas l'étiologie et sont dites idiopathiques d'origine génétiquement présumée. Dans ce cas-là, donc, ils répondent à des syndromes bien définis. Pour les partiels, généralement, c'est lésionnel, mais dans le cadre d'un traumatisme, d'une infection, d'un accident vasculaire cérébral, comme qu'ils peuvent être également d'origine génétiquement présumée. Pour les causes, donc 40% des causes ils sont généralisées, donc, donc quelques-unes sont accessibles au diagnostic chromosomique, donc c'est l'intérêt de l'étude génétique. Et pour les causes acquises, c'est tout ce qui est lésionnel ou non lésionnel. Donc, on a parlé des crises, donc de classification des crises, diagnostic étiologique et diagnostic différentiel. Donc, passons au diagnostic syndromique. On a déjà parlé que le syndrome est défini par l'âge de début, les types de crise, l'enregistrement EEG, l'examen neurologique et l'évolution. Donc, la classification, donc, elle va reposer principalement sur la topographie pour distinguer tout ce qui est épilepsie généralisée et focale. Et l'étiologie, comme on a dit, qui peut être soit génétique ou bien dans le cadre de l'épilepsie idiopathique ou bien structurelle, c'est-à-dire dans le cadre d'une lésion qui est prouvée ou bien présumée. D'accord? Donc, on va citer des exemples des épilepsies d'abord généralisées, si on parle de l'épilepsie généralisée idiopathique. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour l'épilepsie absence, qui se caractérise par la survenue des absences typiques qui se voient chez l'enfant de 3 à 12 ans. Donc, début plus précoce, elle est rare. Généralement, c'est de 3 à 12 ans. Donc, début plus tardif fait douter le diagnostic. Le pic, c'est à l'âge de 7 ans, à prédominance féminine. Dans les absences typiques sont inaugurales et sont très fréquentes. La fréquence est très importante, qui peut aller jusqu'à 100 absences au plus par jour et sont facilement provoquées par l'hyperpnée. C'est quoi l'hyperpnée?
c'est de l'hyperventilation. Si on demande à l'enfant de faire des inspirations et des expirations forcées, généralement, au bout de la troisième, on peut faire révéler une absence. D'accord? L'évolution, elle est variable. Généralement, elle est de bon pronostic avec disparition de ces crises à l'adolescence, mais dans certains cas, elle peut persister. Pour la réponse au traitement, elle répond de bien au traitement, généralement. Pour les myoclonies, donc l'épilepsie myoclonique juvénile bénigne, comme on a dit tout à l'heure, donc elle se voit chez l'adolescent avec des secousses myocloniques, donc survient principalement le réveil, c'est le signe de la tasse de café de petit déjeuner, comme on a parlé tout à l'heure dans les myoclonies. Par exemple, je vous ai cité l'exemple d'épilepsie avec une généralisée tonico-clonique de réveil. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas des myoclonies, c'est des crises carrément tonico-généralisées qui surviennent au réveil. Cette épilepsie également se voit chez l'adolescent ou chez l'adulte jeune. Elle est plus fréquente chez les filles. Où le facteur déclenchement, c'est le manque de sommeil, l'absorption excessive d'alcool, les réveils provoqués, la sensibilité, et elle est généralement bien contrôlée par la monothérapie. Donc, il est important de souligner que les épilepsies généralisées dans le cadre où ils sont idiopathiques répondent généralement bien au traitement. D'accord? Je vous ai cité les trois exemples. Pour l'exemple d'épilepsie partielle idiopathique, donc épilepsie paroxysme dans le cadre de l'idiopathique aussi, même si c'est partiel, ça répond généralement ils sont d'évolution favorable. Et dans ce cas-là, par exemple, pour l'épilepsie à paroxysme rolandique pointe ou pointe centro-temporale, ce qu'on appelle en abréviation le PCT. Donc, c'est la plus fréquente et la plus typique. On peut même ne pas traiter le patient et tout rentrant dans l'ordre. Généralement, on aura une disparition des crises avec une bonne évolution à l'âge adolescent. D'accord? Donc, elle est 2 fois plus fréquente que l'épilepsie absence. Cette épilepsie, elle se voit chez les garçons généralement de 3 à 13 ans qui sont indemnes de toute lésion cérébrale, c'est-à-dire à l'imagerie, on n'a rien trouvé. C'est pourquoi on dit qu'elle est idiopathique. Elle est simple et traduit des décharges. Donc, donc, elle se fait généralement au niveau de la région bucco-faciale, généralement au cours du sommeil, ce qui permet d'attirer l'attention. Donc, c'est un enfant généralement, c'est au cours de la nuit, pendant son sommeil, et elle fait des bruits, on entend des bruits de la gorge avec des gémissements. Le jet intercritique va mettre en évidence les pointes centrotemporales, les pointes ondulantes biphasique avec sur un rythme de fois normal. Donc, rythme de fois, il est normal puisqu'on n'a pas d'anomalie au niveau cérébral, comme on a dit. L'imagerie, elle est normale. Oui, elle est idiopathique. Généralement, elle répond bien au traitement. Donc, l'évolution, elle est favorable, cette épilepsie. Par opposition aux épilepsies généralisées symptomatiques, je vous ai cité l'exemple de syndrome de West au spasme de flexion. Donc, il est rare, 3 sur 10 000 naissances. Donc, il apparaît entre le 4e et le 7e mois et se manifeste par une triade très importante pour le diagnostic. Donc, c'est les crises qui sont les spasmes infantiles, la régression psychomotrice et le gépatognomonie qui montre l'hypsarythmie. Donc, c'est un nourrisson de 4 à 7 mois qui va faire des spasmes en flexion et plus en flexion qu'en extension avec une régression psychomotrice. Donc, c'est un nourrisson qui est né normalement et c'est par la suite, il va perdre ses acquisitions. Par exemple, s'il a acquis la position assise, donc il va la perdre, par exemple. D'accord? Et c'est la régression psychomotrice. Avec LEG, on va mettre en évidence c'est l'hypsarythmie qui va interrompre lors des spasmes par des aplatissements transitoires. C'est très pathognomonique du syndrome de West. D'accord? Il peut être idiopathique ou bien secondaire à des anomalies cérébrales telles que les encéphalopathies, maladies métaboliques ou phacomatoses, la maladie de Bourneville. Le pronostic est plus sévère par rapport aux épilepsies partielles idiopathiques qu'on a citées tout à l'heure, le PCT. D'accord? Le syndrome de Lennox-Gastaut qui peut être l'évolution d'un syndrome de West. Donc, généralement, il se voit chez des enfants entre 3 et 5 ans avec un pic à 8 ans. Donc, il est rare avant. Donc, l'âge de début avant 8 ans, mais donc le pic est entre 3 et 5 ans. Donc, il associe des crises variables, donc des crises toniques, atoniques, absence atypique, avec des troubles du comportement et retard mental. Donc, c'est un enfant qui va faire plusieurs types de crises. Il va faire de la crise tonique, il va faire des résolutions du tonus, la crise atonique, et en même temps des absences atypiques, c'est-à-dire des ruptures de contact qui sont incomplètes avec des débuts et des fins qui sont progressifs. D'accord? Donc, il peut faire suite au syndrome de West. Le pronostic, généralement, il est plus sévère et c'est une forme d'épilepsie qui répond mal au traitement. Et même s'il y a une réponse au traitement, elle est transitoire. D'accord?
Donc, il existe aussi des syndromes spéciaux, c'est les convulsions fébriles et les convulsions fébriles, donc simples et compliquées, qu'on voit généralement chez les nourrissons avant un an, sont dites simples, ou après un an, ils sont dites compliquées. Donc, c'est des convulsions ou des crises qui coïncident avec l'élévation de température. D'accord? Ils sont dites simples lorsqu'uniquement c'est des crises qui surviennent à l'élévation de la température et ils sont sans aucun d'autre problème, ils ne sont pas associés à d'autres anomalies. Ils sont dites compliquées lorsqu'elles surviennent dans un tableau plus flagrant avec d'autres manifestations et qui ne répondent pas, qui persistent malgré la baisse de température et qui persistent chez l'enfant plus tard. D'accord? Donc, pour l'actualité, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la classification. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'actualité donc en matière de classification. Donc, en 2017, la classification des crises donc, a été actualisée avec trois concepts, les focales crises, les crises généralisées, les crises de début inconnues. Donc, pour les crises focales, comme on a dit tout à l'heure, avec ou sans trouble de la conscience, ils peuvent avoir des manifestations motrices ou non motrices. On dit motrice, c'est tout ce qui est tonique, clonique, etc. Et non motrice, plutôt lorsqu'on dit motrice, c'est somatomotrice. Et lorsque c'est pas moteur, donc c'est tout ce qui est troubles visuels, auditifs, etc. Avec une nouvelle entité de crise focale avec bilatéralisation tonico-clonique. Anciennement, on parle de crise partielle, secondairement généralisée. Pour les crises généralisées, ils peuvent être motrices ou non motrices. C'est le cadre de l'absence. Et on a les crises à début inconnu aussi, ils peuvent être motrices ou non motrices. Il existe aussi une entité où les crises sont inclassables. Pour un résumé, donc pour les crises, donc on a les crises focales généralisées et les crises à début inconnu. Donc tout en prenant compte compte de type de crise et de début et l'âge de début, l'évolution, l'examen neurologique et le EEG, on va faire une classification de l'épilepsie. Donc en épilepsie focale généralisée, combinaison d'épilepsie focale et généralisée ou épilepsie inconnue. Par la suite, on va classer les crises pour établir le diagnostic. D'accord? L'actualité en matière des étiologies. Pour les étiologies, on a dit qu'ils peuvent être structurales, génétiquement présumées avec études génétiques ou d'origine infectieuse, métabolique, immune ou d'origine inconnue. Mais actuellement, on incrimine la comorbidité, c'est-à-dire les autres pathologies où le patient peut être atteint avant de poser le diagnostic du syndrome. D'accord? Donc, normalement, on a terminé avec la première partie de l'épilepsie. Donc, on enchaîne. Euh, donc,